Saccard, qui écoutait, fit tout haut une réflexion. « Tiens, c'est vrai, on m'a dit que Nathanson était entré à la coulisse. »« Un garçon très gentil, Nathanson, » déclara Jantrou, « et qui mérite de réussir. Nous avons été ensemble au Crédit Immobilier, mais il arrivera, lui, car il est juif. Son père, un Autrichien, est établi à Besançon, horloger, je crois. Vous savez que ça l'a pris un jour là-bas au Crédit, en voyant comment ça se manigançait. Il s'est dit que ce n'était pas si malin, qu'il n'y avait qu'à avoir une chambre et à ouvrir un guichet. Et il a ouvert un guichet. Vous êtes content, vous, Macias? Oh, content. Vous y avez passé. Vous avez raison de dire qu'il faut être juif. Sans ça, inutile de chercher à comprendre. On n'y a pas la main. C'est la déveine noire. Quel sale métier. Mais on y reste. Et puis j'ai encore de bonnes jambes, j'espère tout de même. Et il repartit, courant et riant. On le disait fils d'un magistrat de Lyon, frappé d'indignité, tombé lui-même à la bourse après la disparition de son père, n'ayant pas voulu continuer ses études de droit. Saccard et Jantrou, à petits pas, revinrent vers la rue Brognard, et ils y retrouvèrent le coupé de la baronne. Mais les glaces étaient levées, la voiture mystérieuse paraissait vide, tandis que l'immobilité du cocher semblait avoir grandi, dans cette attente qui se prolongeait souvent jusqu'au dernier cours. « Elle est diablement excitante, » reprit brutalement Saccard. « Je comprends le vieux baron. » Jantrou eut un sourire singulier. « Oh, le baron, il y a longtemps qu'il en a assez, je crois. Il est très ladre, dit-on. Alors, vous savez avec qui elle s'est mise pour payer ses factures, le jeu ne suffisant jamais. »« Non. »« Avec Delcambre. »« Delcambre, le procureur général? Ce grand homme sec, si jaune, si rigide? Ah, je voudrais bien les voir ensemble. » Et tous deux, très égayés, très allumés, se séparèrent avec une vigoureuse poignée de main, après que l'un ait rappelé à l'autre qu'il se permettrait d'aller le voir prochainement. Dès qu'il se retrouva seul, Saccard fut repris par la voix haute de la bourse, qui déferlait avec l'entêtement du flux à son retour. Il avait tourné le coin, il descendait vers la rue Vivienne, par ce côté de la place que l'absence de café rend sévère. Il longea Commerce, le bureau de poste, les grandes agences d'annonces, de plus en plus assourdies et enfiévrées, à mesure qu'il revenait devant la façade principale. Et quand il put enfiler le péristyle d'un regard oblique, il fit une nouvelle pause, comme s'il ne voulait pas encore achever le tour de la colonnade, cette sorte d'investissement passionné dont il l'enserrait. Là, sur cet élargissement du pavé, la vie s'étalait. Éclatait un flot de consommateurs qui envahissaient les cafés, la boutique du pâtissier ne désemplissait pas, les étalages attroupaient la foule, celui d'un orfèvre surtout, flambant de grosses pièces d'argenterie. Et par les quatre angles, les quatre carrefours, il semblait que le fleuve des fiacres et des piétons augmentât dans un enchevêtrement inextricable, tandis que le bureau des omnibus aggravait les embarras et que les voitures des remisiers en ligne barraient le trottoir presque d'un bout à l'autre de la grille. Mais ses yeux s'étaient fixés sur les marches hautes où des redingotes s'égrenaient au plein soleil. Puis ils remontèrent vers les colonnes dans la masse compacte, un grouillement noir à peine éclairé par les taches pâles des visages. Tous étaient debout. On ne voyait pas les chaises, le rond que faisait la coulisse, assise sous l'horloge, ne se devinait qu'à une sorte de bouillonnement, une furie de gestes et de paroles dont l'air frémissait. Vers la gauche, le groupe des banquiers occupés à des arbitrages, à des opérations sur le change et sur le chèque anglais, restait plus calme, sans cesse traversé par la queue de monde qui entrait, allant au télégraphe.
Jusque sous les galeries latérales, les spéculateurs débordaient, s'écrasaient. Et entre les colonnes, appuyées aux rampes de fer, il y en avait qui présentaient le ventre ou le dos, comme chez eux, contre le velours d'une loge. La trépidation, le grondement de machines sous vapeur grandissait, agitait la bourse entière dans un vacillement de flammes. Brusquement, il reconnut le remisier Macias qui descendait les marches à toutes jambes, puis qui sauta dans sa voiture, dont le cocher lança le cheval au galop. Alors, Saccard sentit ses poings se serrer. Violemment, il s'arracha. Il tourna dans la rue Vivienne, traversant la chaussée pour gagner le coin de la rue Feydeau, où se trouvait la maison de Boesch. Il venait de se rappeler la lettre russe qu'il avait à se faire traduire. Mais, comme il entrait, un jeune homme, planté devant la boutique du papetier qui occupait le rez-de-chaussée, le salua, et il reconnut Gustave Sédille, le fils d'un fabricant de soie de la rue des Jeûneurs, que son père avait placé chez Mazot pour étudier le mécanisme des affaires financières. Il sourit paternellement à ce grand garçon élégant, se doutant bien ce qu'il faisait là en faction. La papeterie Conin fournissait de carnets toute la bourse, depuis que la petite madame Conin y aidait son mari, le gros Conin, qui lui ne sortait jamais de son arrière-boutique, s'occupait de la fabrication, tandis qu'elle, toujours, allait et venait, servant au comptoir, faisant les courses dehors. Elle était grasse, blonde, rose, un vrai petit mouton frisé, avec des cheveux de soie pâle, très gracieuse, très câline, et d'une continuelle gaieté. Elle aimait bien son mari, disait-on, ce qui ne l'empêchait pas, quand un boursier de la clientèle lui plaisait, d'être tendre. Mais pas pour de l'argent, uniquement pour le plaisir. Et une seule fois, dans une maison amie du voisinage, à ce que racontait la légende. En tout cas, les heureux qu'elle faisait devaient se montrer discrets et reconnaissants, car elle restait adorée, fêtée, sans un vilain bruit autour d'elle. Et la papeterie continuait de prospérer. C'était un coin de vrai bonheur. En passant, Saccard aperçut madame Conin, qui souriait à Gustave à travers les vitres. Quel joli petit mouton! Il en eut une sensation délicieuse de caresse. Enfin, il monta. Depuis 20 ans, Boesch occupait tout en haut, au 5e étage, un étroit logement composé de 2 chambres et d'une cuisine. Né à Nancy, de parents allemands, il était barqué là de sa ville natale. Il y avait peu à peu étendu son cercle d'affaires, d'une extraordinaire complication, sans éprouver le besoin d'un cabinet plus grand, abandonnant à son frère Sigismond la pièce sur la rue, se contentant de la petite pièce sur la cour, où les paperasses, les dossiers, les paquets de toutes sortes, s'empilaient tellement que la place d'une unique chaise contre le bureau se trouvait réservée. Une de ses grosses affaires était bien le trafic sur les valeurs dépréciées. Il les centralisait, il servait d'intermédiaire entre la petite bourse et les pieds humides et les banqueroutiers, qui ont des trous à combler dans leur bilan. Aussi suivait-il les cours, achetant directement parfois, alimenté surtout par les stocks qu'on lui apportait. Mais, outre l'usure et tout un commerce caché sur les bijoux et les pierres précieuses, il s'occupait particulièrement de l'achat des créances. C'était là ce qui emplissait son cabinet, à en faire craquer les murs, ce qui le lançait dans Paris, aux 4 coins, flairant, guettant, avec des intelligences dans tous les mondes. Dès qu'il apprenait une faillite, il accourait, rôdait autour du syndic, finissait par acheter tout ce dont on ne pouvait rien tirer de bon immédiatement. Il surveillait les études de notaire, attendait les ouvertures de successions difficiles, assistait aux adjudications des créances désespérées. Lui-même publiait des annonces,
attirait les créanciers impatients qui aimaient mieux toucher quelques sous tout de suite que de courir le risque de poursuivre leurs débiteurs. Et de ces sources multiples, du papier arrivait, de véritables hottes, le tas sans cesse accru d'un chiffonnier de la dette, billets impayés, traités inexécutés, reconnaissances restées vaines, engagements non tenus. Puis, là-dedans, commençait le triage, le coup de fourchette dans cet arlequin gâté, ce qui demandait un flair spécial, très délicat. Dans cette mer de créanciers disparus ou insolvables, il fallait faire un choix pour ne pas trop éparpiller son effort. En principe, il professait que toute créance, même la plus compromise, peut redevenir bonne, et il avait une série de dossiers admirablement classés, auxquels correspondait un répertoire des noms, qu'il relisait de temps à autre pour s'entretenir la mémoire. Mais parmi les insolvables, il suivait naturellement de plus près ceux qu'il sentait avoir des chances de fortune prochaine. Son enquête dénudait les gens, pénétrait les secrets de famille, prenait note des parentés riches, des moyens d'existence, des nouveaux emplois surtout, qui permettaient de lancer des oppositions. Pendant des années, souvent, il laissait ainsi mûrir un homme, pour l'étrangler au premier succès. Quant au débiteur disparu, il le passionnait plus encore, le jetait dans une fièvre de recherche continuelle, l'œil sur les enseignes et sur les noms que les journaux imprimaient, quêtant les adresses comme un chien quête le gibier. Et dès qu'il les tenait, les disparus et les insolvables, il devenait féroce, les mangeait de frais, les vidait jusqu'au sang, tirant 100 francs de ce qu'il avait payé 10 sous, en expliquant brutalement ses risques de joueur, forcé de gagner avec ceux qu'il empoignait, ce qu'il prétendait perdre sur ceux qui lui filaient entre les doigts, ainsi qu'une fumée. Dans cette chasse aux débiteurs, la méchin était une des aides que Bush aimait le mieux à employer. Car s'il devait avoir ainsi une petite troupe de rabatteurs à ses ordres, il vivait dans la défiance de ce personnel mal famé et affamé. Tandis que la méchin avait pignon sur rue, possédait derrière la butte Montmartre toute une cité, la cité de Naples, un vaste terrain planté de huttes branlantes qu'elle louait au mois à un coin d'épouvantable misère, des meurs de faim en tas dans l'ordure, des trous à pourceaux qu'on se disputait, et dont elle balayait sans pitié les locataires avec leur fumier dès qu'ils ne payaient plus. Ce qui la dévorait, ce qui lui mangeait les bénéfices de sa cité, c'était sa passion malheureuse du jeu. Et elle avait aussi le goût des plaies d'argent, des ruines, des incendies, au milieu desquels on peut voler des bijoux fondus. Lorsque Bush la chargeait d'un renseignement à prendre, d'un débiteur à déloger, elle y mettait parfois du sien, se dépensait pour le plaisir. Elle se disait veuve, mais personne n'avait connu son mari. Elle venait on ne savait d'où, et elle paraissait avoir eu toujours 50 ans, débordante, avec sa mince voix de petite fille. Ce jour-là, dès que la méchin se trouva assise sur l'unique chaise, le cabinet fut plein, comme bouché par ce dernier paquet de chair tombé à cette place. Devant son bureau, Bush, prisonnier, semblait enfoui, ne laissant émerger que sa tête carrée au-dessus de la mer des dossiers. « Voici, dit-elle en vidant son vieux sac de l'énorme tas de papier qui le gonflait. Voici ce que Fayeux m'envoie de Vendôme. Il a tout acheté pour vous, dans cette faillite Charpier que vous m'aviez dit de lui signaler. 110 francs. Fayeux, qu'elle appelait son cousin, venait d'installer là-bas un bureau de receveur de rente. Il avait pour négoce avoué de toucher les coupons des petits rentiers du pays. Et, dépositaire de ces coupons et de l'argent, il jouait frénétiquement. « Ça ne vaut pas grand-chose, la province, » murmura Bush.
mais on y fait des trouvailles tout de même. Il flairait les papiers, les triait déjà d'une main experte, les classait en gros d'après une première estimation à l'odeur. Sa face plate se rembrunissait. Il eut une moue désappointée. Il n'y a pas gras, rien à mordre. Heureusement que ça n'a pas coûté cher. Voici des billets, encore des billets. Si ce sont des jeunes gens, et s'ils sont venus à Paris, nous les rattraperons peut-être. Mais il eut une légère exclamation de surprise. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il venait de lire, au bas d'une feuille de papier timbre, la signature du comte de Beauvilliers, et la feuille ne portait que 3 lignes d'une grosse écriture sénile. Je m'engage à payer la somme de 10 000 francs mademoiselle Léonie Cron le jour de sa majorité. Le comte de Beauvilliers, reprit-il lentement, réfléchissant tout haut. Oui, il a eu des fermes, tout un domaine du côté de Vendôme. Il est mort d'un accident de chasse. Il a laissé une femme et 2 enfants dans la gêne. J'ai eu des billets autrefois, qu'ils ont payés difficilement. Un farceur, pas grand-chose. Tout d'un coup, il éclata d'un gros rire, reconstruisant l'histoire. Ah, le vieux filou! C'est lui qui a fichu dedans la petite. Elle ne voulait pas, et il l'aura décidé avec ce chiffon de papier, qui était légalement sans valeur. Puis il est mort. Voyons, c'est daté de 1854, il y a 10 ans. La fille doit être majeure, que diable! Comment cette reconnaissance pouvait-elle se trouver entre les mains de Charpier? Un marchand de grains, ce Charpier, qui prêtait à la petite semaine. Sans doute la fille lui a laissé ça en dépôt pour quelques écus. Ou bien, peut-être s'était-il chargé du recouvrement. Mais, interrompit la Méchin, c'est très bon, ça, un vrai coup. Bush haussa dédaigneusement les épaules. Non, je vous dis qu'en droit, ça ne vaut rien, que je présente ça aux héritiers, et ils peuvent m'envoyer promener, car il faudrait faire la preuve que l'argent est réellement dû. Seulement, si nous retrouvons la fille, j'espère les amener à être gentils et à s'entendre avec nous, pour éviter un tapage désagréable. Comprenez-vous? Cherchez cette Léonie Cron. Écrivez à Fayeux pour qu'il nous déniche là-bas. Ensuite, nous verrons à rire. Il avait fait des papiers 2 tas qu'il se promettait d'examiner à fond quand il serait seul, et il restait immobile, les mains ouvertes, une sur chaque tas. Après un silence, la Méchin reprit. « Je me suis occupé des billets Jordan. J'ai bien cru que j'avais retrouvé notre homme. Il a été employé quelque part. Il écrit maintenant dans les journaux. Mais on vous reçoit si mal dans les journaux, on refuse de vous donner les adresses. Et puis, je crois qu'il ne signe pas ses articles de son vrai nom. » Sans une parole, Bush avait allongé le bras pour prendre, à sa place alphabétique, le dossier Jordan. C'étaient 6 billets de 50 francs, datés de 5 années déjà, et échelonnés de mois en mois. Une somme totale de 300 francs, que le jeune homme avait souscrite à un tailleur au jour de misère. Impayés à leur présentation, les billets s'étaient grossis de frais énormes, et le dossier débordait d'une formidable procédure. À cette heure, la dette atteignait 730 francs 15 centimes. « Si c'est un garçon d'avenir, murmura Bush, nous le pincerons toujours. » Puis, une liaison d'idées se faisant sans doute en lui, il s'écria. « Et dites donc, l'affaire Sicardo, nous l'abandonnons ?» La Méchin leva au ciel ses gros bras éplorés. Toute sa monstrueuse personne en eut un remous de désespoir. « Ah, Seigneur Dieu !» gémit-elle de sa voix de flûte. « J'y laisserai ma peau !» L'affaire Sicardo était toute une histoire romanesque qu'elle aimait conter. Une petite cousine à elle,
Rosalie Chavaille, la fille tardive d'une sœur de son père, avait été prise à 16 ans, un soir, sous les marches de l'escalier, dans une maison de la rue de la Harpe, où elle et sa mère occupaient un petit logement au 6e. Le pis était que le monsieur, un homme marié, débarqué depuis 8 jours à peine avec sa femme dans une chambre que sous-louait une dame du second, s'était montré si amoureux que la pauvre Rosalie, renversée d'une main trop prompte contre l'angle d'une marche, avait eu l'épaule démise. De là, juste colère de la mère, qui avait failli faire un esclandre affreux, malgré les larmes de la petite, avouant qu'elle avait bien voulu, que c'était un accident et qu'elle aurait trop de peine si l'on envoyait le monsieur en prison. Alors la mère, se taisant, s'était contentée d'exiger de celui-ci une somme de 600 francs, répartie en 12 billets, 50 francs par mois, pendant une année. Et il n'avait pas eu de marché vilain. C'était même modeste, car sa fille, qui finissait son apprentissage de couturière, ne gagnait plus rien. Malade, au lit, coûtant gros, si mal soignée d'ailleurs, que, les muscles de son bas s'étant rétractés, elle devenait infirme. Avant la fin du premier mois, le monsieur avait disparu sans laisser son adresse. Et les malheurs continuaient, tapaient de rue comme grêle. Rosalie accouchait d'un garçon, perdait sa mère, tombait à une sale vie, à une misère noire. Échouée à la cité de Naples, chez sa petite cousine, elle avait traîné les rues jusqu'à 26 ans, ne pouvant se servir de son bras, vendant parfois des citrons aux halles, disparaissant pendant des semaines avec des hommes qui la renvoyaient ivre et bleue de coups. Enfin, l'année d'auparavant, elle avait eu la chance de crever, des suites d'une bordée plus aventureuse que les autres. Et la Méchain avait dû garder l'enfant, Victor. Et il ne restait de toute cette aventure que les 12 billets impayés, signés Sicardo. On n'avait jamais pu en savoir davantage. Le monsieur s'appelait Sicardo. D'un nouveau geste, Bush prit le dossier Sicardo, une mince chemise de papier gris. Aucun frais n'avait été fait, il n'y avait là que les 12 billets. Encore, si Victor était gentil, expliquait lamentablement la vieille femme. Mais imaginez-vous, un enfant épouvantable. Ah, c'est dur de faire des héritages pareils. Un gamin qui finira sur l'échafaud. Et ces morceaux de papier dont jamais je ne tirerai rien. Bush tenait ses gros yeux pâles, obstinément fixés sur les billets. Que de fois il les avait étudiés ainsi, espérant, dans un détail inaperçu, dans la forme des lettres, jusque dans le grain du papier timbré, découvrir un indice. Il prétendait que cette écriture pointue et fine ne devait pas lui être inconnue. « C'est curieux, répétait-il une fois encore. J'ai certainement vu déjà des A et des O pareils, si allongés qu'ils ressemblent à des I. » Juste à ce moment, on frappa. Et il pria la Méchain d'allonger la main pour ouvrir, car la pièce donnait directement sur l'escalier. Il fallait la traverser si l'on voulait gagner l'autre, celle qui avait vue sur la rue. Quant à la cuisine, un trou sans air, elle se trouvait de l'autre côté du palier. « Entrez, monsieur. » Et ce fut Saccard qui entra. Il souriait, égayé intérieurement par la plaque de cuivre vissée sur la porte et portant en grosses lettres noires le mot « contentieux ». « Ah oui, monsieur Saccard, vous venez pour cette traduction. Mon frère est là, dans l'autre pièce. Entrez, entrez donc. » Mais la Méchain bouchait absolument le passage, et elle dévisageait le nouveau venu, l'air de plus en plus surpris. Il fallut toute une manœuvre. Lui recula dans l'escalier, elle-même sortit, s'effaçant sur le palier, de façon qu'il put entrer et gagner enfin la chambre voisine, où il disparut. Pendant ces mouvements compliqués, elle ne l'avait pas quitté des yeux. « Oh !
souffla-t-elle oppressée. Ce monsieur Saccard, je ne l'avais jamais tant vu. Victor, et tout son portrait. Bush, sans comprendre d'abord, la regardait. Puis, une brusque illumination se fit. Il eut un juron étouffé. Tonnerre de Dieu, c'est ça, je savais bien que j'avais vu ça quelque part. Et cette fois, il se leva, bouleversa les dossiers, finit par trouver une lettre que Saccard lui avait écrite l'année précédente pour lui demander du temps en faveur d'une dame insolvable. Vivement, il compara l'écriture des billets à celle de cette lettre. C'étaient bien les mêmes A et les mêmes O, devenus avec le temps plus aigus encore, et il y avait aussi une identité de majuscules évidente. C'est lui, répétait-il. Seulement, voyons, pourquoi Sicardo, pourquoi pas Saccard? Mais dans sa mémoire, une histoire confuse s'éveillait. Le passé de Saccard, qu'un agent d'affaires Larsenault, millionnaire aujourd'hui, lui avait conté. Saccard, tombant à Paris au lendemain du coup d'État, venant exploiter la puissance naissante de son frère Rougon, et d'abord sa misère dans les rues noires de l'ancien quartier latin, et ensuite sa fortune rapide à la faveur d'un louche mariage dont il avait eu la chance d'enterrer sa femme. C'était lors de ses débuts difficiles qu'il avait changé son nom de Rougon contre celui de Saccard, en transformant simplement le nom de cette première femme qui se nommait Sicardo. Oui, Sicardo, je me souviens parfaitement, murmura Bush. Il a eu le front de signer le billet du nom de sa femme. Sans doute le ménage avait donné ce nom en descendant rue de la Harpe. Et puis, le bougre prenait toutes sortes de précautions, devait déménager à la moindre alerte. Ah, il ne guettait pas que les écus. Il culbutait aussi les gamines dans les escaliers. C'est bête, ça finira par lui jouer un vilain tour. Chut, chut, reprit la Méchin. Nous le tenons, et on peut bien dire qu'il y a un bon Dieu. Enfin, je vais donc être récompensée de tout ce que j'ai fait pour ce pauvre petit Victor, que j'aime bien tout de même, allez, quoiqu'il soit indécrottable. Elle rayonnait. Ses yeux minces pétillaient dans la graisse fondante de son visage. Mais Bush, après le coup de fièvre de cette solution longtemps cherchée, que le hasard lui apportait, se refroidissait à la réflexion, hochait la tête. Sans doute Saccard, bien que ruiné pour le moment, était encore bon à tondre. On pouvait tomber sur un père moins avantageux. Seulement, il ne se laisserait pas ennuyer. Il avait la dent terrible. Et puis, quoi, il ne savait certainement pas lui-même qu'il avait un fils. Il pourrait nier, malgré cette ressemblance extraordinaire qui stupéfiait la Méchin. Du reste, il était une seconde fois veuf, libre. Il ne devait compte de son passé à personne, de sorte que, même s'il acceptait le petit, aucune peur, aucune menace n'était à exploiter contre lui. Quant à ne tirer de sa paternité que les 600 francs des billets, c'était en vérité trop misérable. Ça ne valait pas la peine d'avoir été si miraculeusement aidé par le hasard. Non, il fallait réfléchir, nourrir ça, trouver le moyen de couper la moisson en pleine maturité. « Ne nous pressons pas, » conclut Bush. « D'ailleurs, il est par terre, laissons-lui le temps de se relever. » Et, avant de congédier la Méchin, il acheva d'examiner avec elle les menues affaires dont elle était chargée. Une jeune femme qui avait engagé ses bijoux pour un amant, un gendre dont la dette serait payée par sa belle-mère, sa maîtresse, si l'on savait s'y prendre, enfin les variétés les plus délicates du recouvrement si complexe et si difficile des créances. Saccard, en entrant dans la chambre voisine, était resté quelques secondes, ébloui par la clarté blanche de la fenêtre,
aux vitres ensoleillées, sans rideaux. Cette pièce, tapissée d'un papier pâle à fleurettes bleues, était nue, simplement un petit lit de fer dans un coin, une table de sapin au milieu et 2 chaises de paille. Le long de la cloison de gauche, des planches à peine rabotées servaient de bibliothèque, chargées de livres, de brochures, de journaux, de papiers de toutes sortes. Mais la grande lumière du ciel, à ses hauteurs, mettait dans cette nudité comme une gaieté de jeunesse, un rire de fraîcheur ingénue. Et le frère de Bush, Sigismond, un garçon de 35 ans, imberbe, aux cheveux châtains, longs et rares, se trouvait là, assis devant la table, son vaste front bossu dans sa maigre main, si absorbé par la lecture d'un manuscrit qu'il ne tourna point la tête, n'ayant pas entendu la porte s'ouvrir. C'était une intelligence, ce Sigismond, élevé dans les universités allemandes, qui, outre le français, sa langue maternelle, parlait l'allemand, l'anglais et le russe. En 1849, à Cologne, il avait connu Karl Marx, était devenu le rédacteur le plus aimé de sa nouvelle gazette rhénane. Et dès ce moment, sa religion s'était fixée. Il professait le socialisme avec une foi ardente, ayant fait le don de sa personne entière à l'idée d'une prochaine rénovation sociale qui devait assurer le bonheur des pauvres et des humbles. Depuis que son maître, banni d'Allemagne, forcé de s'exiler de Paris à la suite des journées de juin, vivait à Londres, écrivait, s'efforçait d'organiser le parti, lui végétait de son côté dans ses rêves, tellement insoucieux de sa vie matérielle qu'il serait sûrement mort de faim si son frère ne l'avait recueilli, rue Feydeau, près de la Bourse, en lui donnant la pensée d'utiliser sa connaissance des langues pour s'établir traducteur. Ce frère aîné adorait son cadet d'une passion maternelle, loup féroce au débiteur, très capable de voler 10 sous dans le sang d'un homme, mais tout de suite attendri aux larmes d'une tendresse passionnée et minutieuse de femme, dès qu'il s'agissait de ce grand garçon distrait, resté enfant. Il lui avait donné la belle chambre sur la rue. Il le servait comme une bonne, menait leur étrange ménage, balayant, faisant les lits, s'occupant de la nourriture qu'un petit restaurant du voisinage montait 2 fois par jour. Lui, si actif, la tête bourrée de 1000 affaires, le tolérait oisif, car les traductions ne marchaient pas, entravé de travaux personnels. Et il lui défendait même de travailler, inquiet d'une petite toux mauvaise. Et malgré son dur amour de l'argent, sa cupidité assassine, qui mettait dans la conquête de l'argent l'unique raison de vivre, il souriait indulgemment des théories du révolutionnaire. Il lui abandonnait le capital, comme un joujou à un gamin, quitte à le lui voir briser. Sigismond, de son côté, ne savait même pas ce que son frère faisait dans la pièce voisine. Il ignorait tout de cet effroyable négoce sur les valeurs déclassées et sur l'achat des créances. Il vivait plus haut, dans un songe souverain de justice. L'idée de charité le blessait, le jetait hors de lui. La charité, c'était l'aumône, l'inégalité consacrée par la bonté. Et il n'admettait que la justice. Les droits de chacun reconquis, posés en immuables principes de la nouvelle organisation sociale. Aussi, à la suite de Karl Marx, avec lequel il était en continuelle correspondance, épuisait-il ses jours à étudier cette organisation, modifiant, améliorant sans cesse sur le papier la société de demain, couvrant de chiffres d'immenses pages, basant sur la science l'échafaudage compliqué de l'universel bonheur. Il retirait le capital aux uns pour le répartir entre tous les autres. Il remuait les milliards, déplaçait d'un trait de plume la fortune du monde. Et cela, dans cette chambre nue, sans une autre passion que son rêve, sans un besoin de jouissance à satisfaire, d'une frugalité telle que son frère devait se fâcher pour qu'il bût du vin et mangeât de la viande.
Il voulait que le travail de tout homme, mesuré selon ses forces, assurât le contentement de ses appétits. Lui se tuait à la besogne et vivait de rien. Un vrai sage, exalté dans l'étude, dégagé de la vie matérielle, très doux et très pur. Depuis le dernier automne, il toussait de plus en plus, la phtisie l'envahissant, qu'il daigna même s'en apercevoir et se soigner. Mais Saccard ayant fait un mouvement, Sigismond enfin leva ses grands yeux vagues et s'étonna, bien qu'il connût le visiteur. « C'est pour une lettre à traduire. » La surprise du jeune homme augmentait, car il avait découragé les clients, les banquiers, les spéculateurs, les agents de change, tout ce monde de la bourse, qui reçoit particulièrement d'Angleterre et d'Allemagne une correspondance nombreuse, des circulaires, des statuts de société. « Oui, une lettre en langue russe, 10 lignes seulement. » Alors il tendit la main, le russe étant resté sa spécialité, lui seul le traduisant couramment au milieu des autres traducteurs du quartier qui vivaient de l'allemand et de l'anglais. La rareté des documents russes sur le marché de Paris expliquait ces longs chômages. Tout haut, il lut la lettre en français. C'était, en 3 phrases, une réponse favorable d'un banquier de Constantinople, un simple oui dans une affaire. « Ah, merci !» s'écria Saccard, qui parut enchanté. Et il pria Sigismond d'écrire les quelques lignes de la traduction au revers de la lettre. Mais celui-ci fut pris d'un terrible accès de toux qu'il étouffa dans son mouchoir pour ne pas déranger son frère, qui accourait dès qu'il l'entendait tousser ainsi. Puis, la crise passée, il se leva, alla ouvrir la fenêtre toute grande, étouffant, voulant respirer l'air. Saccard, qui l'avait suivi, jeta un coup d'œil dehors, eut une légère exclamation. « Tiens, vous voyez la bourse? Oh, qu'elle est drôle d'ici !» Jamais, en effet, il ne l'avait vue sous un si singulier aspect, à vol d'oiseau, avec les 4 vastes pentes de zinc de sa toiture, extraordinairement développées, hérissées d'une forêt de tuyaux. Les pointes des paratonnerres se dressaient, pareilles à des lances gigantesques menaçant le ciel, et le monument lui-même n'était plus qu'un cube de pierre, strié régulièrement par les colonnes, un cube d'un gris sale, nu et laid, planté d'un drapeau en loques. Mais surtout, les marches et le péristyle l'étonnaient, piquetés de fourmis noires, toute une fourmilière en révolution, s'agitant, se donnant un mouvement énorme qu'on ne s'expliquait plus de si haut et qu'on prenait en pitié. « Comme ça rapetisse, reprit-il. On dirait qu'on va tous les prendre dans la main d'une poignée. » Puis, connaissant les idées de son interlocuteur, il ajouta en riant. « Quand balayez-vous tout ça d'un coup de pied ?» Sigismond haussa les épaules. « À quoi bon? Vous vous démolissez bien vous-même. » Et peu à peu, il s'anima. Il déborda du sujet dont il était plein. Un besoin de prosélytisme le lançait, au moindre mot, dans l'exposition de son système. « Oui, oui, vous travaillez pour nous, sans vous en douter. Vous êtes là quelques usurpateurs qui expropriez la masse du peuple. Et quand vous serez gorgés, nous n'aurons qu'à vous exproprier à notre tour. Tout accaparement, toute centralisation conduit au collectivisme. Vous nous donnez une leçon pratique, de même que les grandes propriétés absorbant les lopins de terre, les grands producteurs dévorant les ouvriers en chambre, les grandes maisons de crédit et les grands magasins tuant toute concurrence, s'engraissant de la ruine des petites banques et des petites boutiques, sont un acheminement lent, mais certain vers le nouvel état social. Nous attendons que tout craque, que le mode de production actuel ait abouti au malaise intolérable de ses dernières conséquences. Alors, les bourgeois et les paysans eux-mêmes nous aideront. » Saccard, intéressé, le regardait avec une vague inquiétude, bien qu'il le prît pour un fou. « Mais enfin, expliquez-moi,
Qu'est-ce que c'est que votre collectivisme? Le collectivisme, c'est la transformation des capitaux privés, vivant des luttes de la concurrence, en un capital social unitaire, exploité par le travail de tous. Imaginez une société où les instruments de la production sont la propriété de tous, où tout le monde travaille selon son intelligence et sa vigueur, et où les produits de cette coopération sociale sont distribués à chacun, au prorata de son effort. Rien n'est plus simple, n'est-ce pas? Une production commune dans les usines, les chantiers et les ateliers de la nation. Puis, un échange, un paiement en nature. S'il y a surcroît de production, on le met dans des entrepôts publics, d'où il est repris pour combler les déficits qui peuvent se produire. C'est une balance à faire, et cela, comme d'un coup de hache, abat l'arbre pourri. Plus de concurrence, plus de capital privé, donc plus d'affaires d'aucune sorte, ni commerce, ni marché, ni bourse. L'idée de gain n'a plus aucun sens. Les sources de la spéculation, les rentes gagnées sans travail, sont taries. « Oh !» interrompit Saccard. « Ça changerait diablement les habitudes de bien du monde. Mais ceux qui ont des rentes aujourd'hui, qu'en faites-vous? Ainsi, Gundermann, vous lui prenez son milliard? Nullement, nous ne sommes pas des voleurs. Nous le rachèterions, son milliard, toutes ses valeurs, ses titres de rente, par des bons de jouissance divisés en annuités. Et vous imaginez-vous ce capital immense remplacé ainsi par une richesse suffocante de moyens de consommation en moins de 100 années? Les descendants de votre Gundermann seraient réduits, comme les autres citoyens, au travail personnel, car les annuités finiraient bien par s'épuiser, et ils n'auraient pu capitaliser leurs économies forcées, le trop-plein de cet écrasement de provisions, en admettant même qu'on conserve intact le droit d'héritage. Je vous dis que cela balaie d'un coup non seulement les affaires individuelles, les sociétés d'actionnaires, les associations de capitaux privés, mais encore toutes les sources indirectes de rente, tous les systèmes de crédit, prêts, loyers, fermages. Il n'y a plus comme mesure de la valeur que le travail. Le salaire se trouve naturellement supprimé, n'étant pas, dans l'état capitaliste actuel, équivalent au produit exact du travail, puisqu'il ne représente jamais que ce qui est strictement nécessaire au travailleur pour son entretien quotidien. Et il faut reconnaître que l'état actuel est seul coupable, que le patron le plus honnête est bien forcé de suivre la dure loi de la concurrence, d'exploiter ses ouvriers s'il veut vivre. C'est notre système social entier à détruire. Ah, Gundermann étouffant sous l'accablement de ses bons de jouissance. Les héritiers de Gundermann n'arrivant pas à tout manger, obligés de donner aux autres et de reprendre la pioche ou l'outil, comme les camarades. Et Sigismond éclata d'un bon rire d'enfant en récréation, toujours debout près de la fenêtre, les regards sur la bourse, où grouillait la noire fourmilière du jeu. Des rougeurs ardentes montaient à ses pommettes. Il n'avait d'autre amusement que de s'imaginer ainsi les plaisantes ironies de la justice de demain. Le malaise de Saccard avait grandi. Si ce rêveur éveillé disait vrai, pourtant, s'il avait deviné l'avenir, il expliquait des choses qui semblaient très claires et sensées. « Bah !» murmura-t-il pour se rassurer. « Tout ça n'arrivera pas l'année prochaine. »« Certes, » reprit le jeune homme, redevenu grave et las. « Nous sommes dans la période transitoire, la période d'agitation. Peut-être y aura-t-il des violences révolutionnaires, elles sont souvent inévitables. Mais les exagérations, les emportements sont passagers. Oh, je ne me dissimule pas les grandes difficultés immédiates. Tout cet avenir rêvé semble impossible. On n'arrive pas à donner aux gens une idée raisonnable de cette société future,
cette société de juste travail dont les mœurs seront si différentes des nôtres. C'est comme un autre monde dans une autre planète. Et puis, il faut bien le confesser, la réorganisation n'est pas prête. Nous cherchons encore. Moi, qui ne dors guère, j'y épuise mes nuits. Par exemple, il est certain qu'on peut nous dire « si les choses sont ce qu'elles sont, c'est que la logique des faits humains les a faites ainsi. » Dès lors, quel labeur pour ramener le fleuve à sa source et le diriger dans une autre vallée. Certainement, l'état social actuel a dû sa prospérité séculaire aux principes individualistes que l'émulation, l'intérêt personnel rendent une fécondité de production sans cesse renouvelée. Le collectivisme arrivera-t-il jamais à cette fécondité? Et par quels moyens activer la fonction productive du travailleur quand l'idée de gain sera détruite? Là est pour moi le doute, l'angoisse, le terrain faible où il faut que nous nous battions, si nous voulons que la victoire du socialisme s'y décide un jour. Mais nous vaincrons, parce que nous sommes la justice. Tenez, vous voyez ce monument devant vous? Vous le voyez? La bourse? Dit Saccard. Parbleu, oui, je la vois. Eh bien, ce serait bête de la faire sauter, qu'on la rebâtirait ailleurs. Seulement, je vous prédis qu'elle sautera d'elle-même quand l'État l'aura expropriée, devenue logiquement l'unique et universelle banque de la nation. Et qui sait, elle servira alors d'entrepôt public à nos richesses trop grandes, un des greniers d'abondance où nos petits-fils trouveront le luxe de leurs jours de fête. D'un geste large, Sigismond ouvrait cet avenir de bonheur général et moyen. Et il s'était tellement exalté qu'un nouvel accès de tout le secoua. Revenu à sa table, les coudes parmi ses papiers, la tête entre les mains, pour étouffer le râle déchiré de sa gorge. Mais cette fois, il ne se calmait pas. Brusquement, la porte s'ouvrit. Bush accourut, ayant congédié la Méchain, l'air bouleversé, souffrant lui-même de cette toux abominable. Tout de suite, il s'était penché, avait pris son frère dans ses grands bras, comme un enfant dont on berce la douleur. « Voyons, mon petit, qu'est-ce que tu as encore à t'étrangler? Tu sais, je veux que tu fasses venir un médecin, ce n'est pas raisonnable. Tu auras trop causé, c'est sûr. » Et il regardait d'un œil oblique Saccard, resté au milieu de la pièce, décidément bousculé par ce qu'il venait d'entendre dans la bouche de ce grand diable, si passionné et si malade, qui, de sa fenêtre, là-haut, devait jeter un sort sur la bourse, avec ses histoires de tout balayer pour tout reconstruire. « Merci, je vous laisse, » dit le visiteur, ayant hâte d'être dehors. « Envoyez-moi ma lettre avec les 10 lignes de traduction. J'en attends d'autres, nous réglerons le tout ensemble. » Mais la crise étant finie, Bush le retint un instant encore. « À propos, la dame qui était là tout à l'heure vous a connu autrefois? »« Oh, il y a longtemps. »« Ah? Où donc ?»« Rue de la Harpe, en 52. » 6 mètres qu'il fut de lui, Saccard devint pâle. Un tic nerveux tira sa bouche. Ce n'était point qu'il se rappelât à cette minute la gamine culbutée dans l'escalier. Il ne l'avait même pas su enceinte. Il ignorait l'existence de l'enfant. Mais le rappel des misérables années de ses débuts lui était toujours désagréable. « Rue de la Harpe? Oh, je n'y ai habité que 8 jours lors de mon arrivée à Paris, le temps de rechercher un logement. Au revoir. »« Au revoir » accentua Bush, qui se trompa, voyant un aveu dans cet embarras, et qui déjà cherchait de quelle façon large il exploiterait l'aventure. De nouveau dans la rue, Saccard retourna machinalement vers la place de la Bourse. Il était tout frissonnant. Il ne regarda même pas la petite madame Colin,
dont la jolie figure blonde souriait à la porte de la papeterie. Sur la place, l'agitation avait grandi. La clameur du jeu venait battre les trottoirs grouillant de monde, avec la violence débridée d'une marée haute. C'était le coup de gueule de 3 heures moins un quart, la bataille des derniers cours, l'enragement à savoir qui s'en irait les mains pleines. Et, debout à l'angle de la rue de la Bourse, en face du péristyle, il croyait reconnaître, dans la bousculade confuse, sous les colonnes, le baissier Mosé et le haussier Pillerault, tous les deux aux prises. Tandis qu'il s'imaginait entendre, sorti du fond de la grande salle, la voix aiguë de l'agent de change Mazot, qui couvrait par moments les éclats de Nathanson, assis sous l'horloge à la coulisse. Mais une voiture qui rasait le ruisseau faillit l'éclabousser. Macias sauta avant même que le cocher eût arrêté, monta les marches d'un bond, apportant hors d'haleine le dernier ordre d'un client. Et lui, toujours immobile et debout, les yeux sur la mêlée, là-haut, remâchait sa vie, hanté par le souvenir de ses débuts que la question de Bush venait de réveiller. Il se rappelait la rue de la Harpe, puis la rue Saint-Jacques, où il avait traîné ses bottes éculées d'aventurier conquérant, débarqué à Paris pour le soumettre. Et une fureur le reprenait à l'idée qu'il ne l'avait pas soumise encore, qu'il était de nouveau sur le pavé, guettant la fortune, inassouvi, torturé d'une faim de jouissance telle que jamais il n'en avait souffert davantage. Ce fou de Sigismond le disait avec raison. Le travail ne peut faire vivre. Les misérables et les imbéciles travaillent seuls pour engraisser les autres. Il n'y avait que le jeu qui, du soir au lendemain, donne d'un coup le bien-être, le luxe, la vie large, la vie tout entière. Si ce vieux monde social devait crouler un jour, est-ce qu'un homme comme lui n'allait-il pas encore trouver le temps et la place de combler ses désirs avant l'effondrement? Mais un passant le coudoya, qui ne se retourna même pas pour s'excuser. Il reconnut Gundermann faisant sa petite promenade de santé. Il le regarda entrer chez un confiseur, d'où ce roi de l'or rapportait parfois une boîte de bonbons d'1 franc à ses petites filles. Et ce coup de coude, à cette minute, dans la fièvre dont l'accès montait en lui, depuis qu'il tournait ainsi autour de la bourse, à cette minute fut comme le cinglement, la poussée dernière qui le décida. Il avait achevé d'enserrer la place, il donnerait l'assaut. C'était le serment d'une lutte sans merci. Il ne quitterait pas la France, il braverait son frère, il jouerait la partie suprême, une bataille de terrible audace qui lui mettrait Paris sous les talons, ou qui le jetterait au ruisseau, les reins cassés. Jusqu'à la fermeture, Saccard s'entêta, debout à son poste d'observation et de menace. Il regarda le péristyle se vider, les marches se couvrir de la lente débandade de tout ce monde échauffé et las. Autour de lui, l'encombrement du pavé et des trottoirs continuait. Un flot ininterrompu de gens, l'éternelle foule à exploiter, les actionnaires de demain, qui ne pouvaient passer devant cette grande loterie de la spéculation sans tourner la tête dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là, ce mystère des opérations financières, d'autant plus attirant pour les cervelles françaises que très peu d'entre elles le pénètrent.